acteur et témoin clé de l'avènement de la liberté de la presse dans notre pays. Maître Moutaka Tall est notre invité. Bonjour, bonsoir, Maître. Bonjour. Et Maître, la presse malienne vient de célébrer en grande pompe ce 3 mai la journée internationale de la liberté de la presse. Vous, en tant que témoin et acteur clé de l'avènement de la démocratie dans notre pays, vous, en interrogeant vos souvenirs de la période d'avant démocratie, quelle symbolique cela vous représente aujourd'hui, voir les Maliens célébrer, la presse malienne, les acteurs de la presse malienne célébrer la journée internationale de la liberté de la presse? La symbolique, elle est forte pour vous? Vous savez, à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse, j'ai eu l'opportunité d'adresser un message à la presse. Il était court, sans doute, mais il reflétait mon point de vue. De mémoire, j'ai pu me tromper sur les mots. J'ai dit ceci. Celui qui n'a que son micro, sa plume ou sa caméra comme arme, qui dénonce l'inacceptable et qui promeut l'exemplarité, mérite respect. Et j'ai conclu, engageons-nous ensemble pour la liberté de la presse pour chaque journaliste et partout au monde. Moi, c'est en cela que je crois. Lorsque on veut gouverner au sens d'améliorer le sort et le devenir des gens de la cité, la première contrainte qu'il faut accepter est celle de la transparence et de la redevabilité. Et pour cela, il n'y a pas 1001 solutions. Il n'y en a qu'une aujourd'hui. C'est la presse dans ses différentes composantes. Et cette presse mérite à tous égards d'être soutenue. Vous avez été directeur de la publication du journal Dambé sous le régime de Moussa Traoré. Maître, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'exercice du métier de journaliste pendant cette période? Vous savez, avant le 26 mars 1991, il existait au Mali un certain nombre de titres, très limités. Bien évidemment, il y avait l'essor, le journal gouvernemental, dont les origines remontent bien avant l'indépendance. Si vous voyez aujourd'hui les premiers numéros de l'essor, vous vous en régalerez. Et puis après, il y a eu un certain nombre de journaux, dont Les Échos, dont La Roue, et dont Sania, que l'on oublie un peu. Ces journaux, en ce moment, s'arrachaient un peu comme des petits pains. Mais bien évidemment, à l'époque, c'était au mieux des hebdomadaires, sinon des mensuels. Lorsque les associations démocratiques se sont constituées pour informer et fidéliser les militants, l'ADEMA Association et le CENID Association, à travers le journal Dambé, vous l'avez rappelé, dont j'ai été directeur de publication, ont été créés. Ces journaux se faisaient dans des conditions rudimentaires. Je me rappelle que pour faire la une, il fallait prendre d'autres journaux ou faire des papiers, découper, faire les lettres, coller, remettre les choses en place, amener le tout à l'imprimerie tardivement et rester là-bas jusqu'à tôt le matin, les récupérer et commencer à les diffuser. C'était artisanal, mais au sens noble du terme. Mais c'était aussi un acte de foi. Parce que il y avait beaucoup de risques à faire ce qui se faisait
D'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en parler si vous le souhaitez. Tous ces journaux, finalement, ont subi les foudres du régime de l'époque. J'en parle maintenant ou plus tard, comme vous le souhaitez. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque les manifestations ont commencé à prendre de l'ampleur, le ministre de l'Intérieur de l'époque a cru devoir faire une sommation aux 6 directeurs de publication. Je pense qu'on était 6. Excusez-moi, j'ai oublié, c'est très important, le journal Kori, qui existait aussi. Donc, le ministre de l'administration territoriale a écrit à Aurore, Kori, Dambé, Les Échos, La Roue et Sania. Nous sommes en quelle année déjà? Nous sommes en 1990-1991. Pour leur dire exactement ceci. Nous étions d'ailleurs exactement le 27 décembre 1990. Dans la lettre, il leur disait, en plus du dépôt légal, les gens confondent, en plus du dépôt légal, je vous instruis désormais, avant la mise en vente de vos journaux, d'envoyer 2 exemplaires au niveau du ministère de l'administration territoriale et du parquet du procureur de la République, pour ce qui concerne Bamako. D'envoyer 2 exemplaires du même numéro au niveau du chef de circonscription administrative et du parquet de justice de paix à l'intérieur du pays. Encore une fois, 48 heures avant. Cela signifie quoi? Que l'on voulait étouffer, purement, simplement pas étouffer, tuer, enterrer ces journaux. Nous nous sommes réunis. C'était le 29 décembre. Il y avait, outre moi-même, Tchegoum Boubé Maïga, Boubacar Keïta, Sadou Yatawa, Sheban Koulibaly et El Haji Seydou Fanyara Diara, c'est lui qui était à Sania, pour faire une lettre circonstanciée et dire au ministre de l'Intérieur, nous ne les ferons pas. Nos journaux continueront à paraître comme ils paraissent aujourd'hui et nous sommes prêts à en assumer les conséquences. Cette volonté d'enterrer les journaux était consécutive à d'autres harcèlements. C'est ainsi que les Échos se sont retrouvés devant la justice pour un procès. J'ai eu à l'époque le privilège d'être un des avocats du journal et de son directeur de publication, Alpha Omar Konaré. Vous voyez, quelquefois, l'histoire fait des pieds de nez. Le procès, après 2 reports, devait se tenir le 26 mars 1991. Il n'y a pas eu encore de procès, 30 années après. On peut se demander pourquoi. On peut se demander véritablement. Pourquoi? Maître, aujourd'hui, est-ce qu'avec tout ce que vous venez de développer, est-ce qu'on ne peut pas dire effectivement que le régime de Moussa Traoré consacrait déjà l'ouverture médiatique, mais que l'État avait peut-être un certain contrôle extrême sur l'espace? Vous savez, il faut se mettre dans la dimension de l'histoire. Et dans la dimension de l'histoire, dans la fin de la décennie 80-90, on ne pouvait plus empêcher l'émergence et l'éclosion de la presse privée. C'était impossible parce que l'histoire est une succession de faits, d'évolution. Donc, Sania, La Roue, Les Échos étaient là, mais évoluant dans un milieu hostile et austère. Mais ils ont bénéficié de l'adhésion des Maliens qui attendaient le jour de parution de ces. Donc, là, je réponds oui, partiellement à votre question. Cet espace était né. Ce n'était pas un octroi, mais un acquis. Mais
Dans le même temps, lorsque l'on prend la décision, à la première alerte, d'enterrer les mêmes titres, on peut se poser beaucoup de questions. La liberté de la presse ne vaut pas en période d'eau calme simplement. Elle doit exister d'autant plus en période de tempête. Et c'est ce que l'on a essayé de refuser. Et c'est en cela que l'on peut beaucoup s'interroger. Maître, l'histoire est têtue. Vous avez été un acteur majeur pour cette libéralisation de l'espace médiatique. Aujourd'hui, avec ce que nous voyons, si on vous demandait d'évaluer un peu aujourd'hui la presse malienne, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'espace médiatique malien est véritablement libre? Vous savez, j'ai été là à la naissance, à l'éclosion de la presse privée malienne. Dieu sait, l'histoire le dira, je l'ai écrit, je le publierai. J'ai accompagné en son temps la création de beaucoup de titres. Pas pour avoir une mainmise, mais parce que je croyais fondamentalement en la liberté de la presse et je continue à y croire. 30 années après, l'état des lieux reste un peu mitigé. C'est vrai que, disant cela, au-delà du militant, rappelez-vous, j'étais ministre de la communication, donc de la presse. Je sais un peu de quoi je parle. Il y a une floraison de titres qu'il faut saluer, c'est vrai. Mais dans le même temps, la liberté conquise n'a pas permis de mettre en place tous les filtres, toutes les balises pour l'accès à la formation ou encore pour la formation à la profession, pour l'accès à la profession et pour la formation de ceux qui y accèdent. Il n'y a pas eu beaucoup d'efforts pour l'apprentissage et l'application de la déontologie. La réponse a été de dire il faut envoyer en prison ceux qui transgressent les règles. Oui, il n'est agréable pour personne de voir quelqu'un s'attaquer gratuitement, j'allais dire crânement, à son honorabilité. Cela fait mal. Mais dans le même temps, je continue à croire que la place du journaliste n'est pas en prison. Pourquoi? Il ne s'agit pas de lui assurer une irresponsabilité. Jamais. Au contraire, il faut le mettre devant ses responsabilités par un certain nombre de mécanismes. Le premier, c'est le jugement des pairs, que les autres journalistes s'organisent pour dire à leurs collègues c'est inacceptable, voilà la sanction que nous t'infligeons, tu dois faire amende honorable et publique. La sanction des pairs est la pire des sanctions, parce que c'est l'opprobre qu'on jette sur quelqu'un. Mais au-delà, il y a aussi les sanctions pécuniaires. Tu as fait du tort à quelqu'un, tu paies de ta poche. Mais il y a aussi d'autres sanctions administratives qui sont possibles. Mais la prison va aider le médiocre à acquérir une popularité, ce qui se fera au détriment de ses autres confrères. Mais pour permettre à la presse de jouer tout son rôle, il faut aider à la création de véritables entreprises de presse. Là, il y a un cadre à créer et un soutien de l'État. Oui, il y a l'aide publique, mais ça va au-delà. Il y a des mécanismes de mutualisation, de mise en commun des efforts et des ressources pour pouvoir créer ces véritables entreprises et soustraire les journalistes de la précarité. Si on ne fait pas cela, on aura des mercenaires de la plume. Et là, non seulement c'est liberticide, c'est démocraticide, mais ça tue aussi la presse. Il y a d'autres mesures
Vous avez parlé de risque, en tout cas de propension de mercenaires de la presse. Est-ce que vous pensez déjà, comme certains politiques, que la presse malienne est vraiment libre, quoi, est totalement libre, et même extrêmement libre? Vous savez, la liberté se conquiert et pour la préserver, ses bénéficiaires doivent se soumettre à ces règles et à ces contraintes. Dans la presse, comme dans tous les compartiments de la société malienne, il y a ceux qui font correctement leur travail, il y a ceux qui sont dans les excès. Il ne faut jamais jeter les bébés avec l'eau du bain. Il faut toujours distinguer le bon du mauvais. Le mauvais, on le sort, le bon, on l'encourage. Mais un jugement péremptoire et définitif sur la liberté de la presse au Mali, respecté à 100% ne serait pas vrai. Piétiner ne serait pas vrai. Il y a des actes que l'on pose qui ne sont pas acceptables par des journalistes et par les pouvoirs publics aussi. Dans les deux cas, il faut dénoncer. Maître, quand on écoute certains dignitaires du régime de Moussa Traoré, ils pensent que l'ère démocratique a été plus liberticide pour la presse que sous le régime Moussa Traoré, par exemple, en faisant allusion à l'affaire Sambi Touré, à l'affaire Cheikh Oumar Kounaré, à la disparition récente de Birama Touré. Est-ce qu'il y a lieu de faire cette comparaison entre ces deux époques? J'étais là quand il y a eu des entêtes à la liberté de la presse sous le régime du parti unique. J'étais là quand il y a eu les atteintes à la presse sous l'ère de la démocratie. Dans les deux cas, je n'étais pas spectateur. J'étais engagé, j'ai porté ma robe noire. Mais comment voulez-vous que l'on compare les excès commis par 5 organes avec les excès commis par 1000 organes? Ça ne serait pas logique, peut-être même pas honnête. Il y a des questions d'échelle. Deuxièmement, dans un cas, c'était balbutiant. On ne pouvait pas prendre un smartphone, dire et faire ce que l'on fait aujourd'hui à l'époque. Je vous ai dit que les journaux, au mieux, étaient des hebdomadaires, sinon des mensuels. Il faut comparer ce qui est comparable. Ce qui se passe actuellement n'a rien de comparable à ce qui s'est passé sous le parti unique avec 6 titres. Maître, aujourd'hui, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Si on vous demandait de donner des conseils à tous ces jeunes journalistes qui envahissent la scène médiatique malienne aujourd'hui, quelle serait votre réponse? Je n'aime pas beaucoup le terme de conseil à donner, mais j'ai peut-être un avis. Oui. Sauf que vous avez été directeur de publication dans l'État. Oui. La première chose à faire, c'est qu'au niveau de l'école supérieure de journalisme, je me suis engagé corps et âme pour la faire démarrer. C'est parti quand j'étais à ce ministère. Il faut prendre en charge la formation de ceux qui sont dans la profession aujourd'hui et qui ne respectent pas les règles, en mettant l'accent et sur les techniques et sur la déontologie. Mais il faudrait aussi qu'au niveau des journalistes, au corporatisme, que le corporatisme fasse place au professionnalisme et qu'ils soient les premiers à dire non à ceux qui salissent la profession. À mon avis, avec ces deux mesures, et au-dessus, bien sûr, la sanction, chaque fois qu'elle est nécessaire, sans qu'on aille vers les privations de liberté, nous pourrons avoir une presse plus représentative de notre démocratie, de notre pays. C'est ce que je souhaite. Maître, les médias sociaux aujourd'hui ont tendance à, en tout cas, occuper de façon un peu plus visible l'espace médiatique, plus que les médias traditionnels. Quelle lecture faites-vous de l'avènement de ces médias sociaux? Une opportunité ou un danger pour l'avenir de la presse? Vous savez, tout danger, j'allais dire, parce que vous avez employé les termes
et recèle en son sein une opportunité à saisir. Oui, aujourd'hui, si on regarde l'usage que l'on fait des réseaux sociaux, quelquefois on peut s'interroger. Mais c'est une erreur de croire qu'on ne peut pas réguler le secteur des réseaux sociaux. C'est une erreur de croire qu'on ne peut pas rationaliser ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est sur ça qu'il faut travailler. Parce que toute autre tentative de museler, d'interdire, d'empêcher correspondrait exactement à vouloir se protéger du soleil avec son doigt. On n'y arrivera pas. C'est une réalité. Avec ses avantages, avec ses inconvénients, il faut prendre les avantages, les bonifier et tout faire pour minimiser au maximum les inconvénients qui sont énormes. C'est vrai. Maître, un dernier mot à l'ensemble de la presse malienne qui vous regarde aujourd'hui. Moi, je dis assez souvent, tenez bon. Il s'agit de tenir bon. Les journalistes, aujourd'hui, la presse malienne vit dans la précarité. Je le sais. Il faut l'aider à en sortir. Il faut professionnaliser davantage cette profession. Il faut responsabiliser les fêtières de cette profession. Il faut mieux former ceux qui y accèdent. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans presse et il n'y a pas de presse sans liberté de presse. Et croyez-moi, quelle que soit la bonne ou la mauvaise foi d'un dirigeant, si quelque part aujourd'hui il ne se dit pas qu'en pensera l'opinion, laquelle est formée et informée par la presse, il tendra vers la dictature. Et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. C'est donc tout pour cet entretien. Nous recevions Maître Moutaka Tall, acteur et témoin de l'avènement de l'ouverture des médias au Mali, de l'espace médiatique malien. Merci encore une fois de nous avoir suivis et à un autre niveau.